Notre modératrice, vous l'avez peut-être vue à l'entrée, s'appelle Dominique Puner. Je suis Dominique Puner, je suis psychothérapeute et j'ai la particularité d'avoir coécrit avec une amie un livre sur le harcèlement sexuel scolaire et aussi au travail, ainsi que sur les violences faites aux femmes. C'est la raison et l'explication pour laquelle je suis là ce soir. J'exerce à Genève depuis 10 ans et j'ai été pendant 12 ans la personne qui s'occupait du service pour la promotion de l'égalité, des rencontres avec les associations ouvrières et des grosses organisations de la violence, toutes les différents thèmes. Donc, je vais appeler maintenant les intervenantes. Nous avons ce soir Marie Boccatola, qui est mezzo-soprano. Donc, Marie est née à Genève, elle est passionnée par la scène, vous chantiez, je crois, dans de nombreuses productions d'opérette et d'opéra, avec diverses compagnies, notamment dont vous avez interprété le rôle de Mirabelle dans Les Aventures du roi au sol, l'Enchanteresse dans Didon, et Mercedes dans Carmen, et Jésus, c'est ça, mais je crois, dans l'opéra La Dame du Lac, c'est ça? Oui. Vous avez développé au cours de votre carrière un grand intérêt pour la musique de chambre, qui vous a conduit à donner plusieurs concerts en quatuor vocal avec du répertoire allant de la Renaissance comme des jours. Voilà, établi connaissance. Tout récemment, vous avez fondé un duo avec une pianiste, Barbara Hulse. Est-ce que j'ai donné les mentions? Je vais appeler maintenant Léna Ancali, qui est féministe active, très... Voilà. Alors, vous avez longtemps été coprésidente d'une association à Genève, je crois que c'était une association pour les étudiants et qui leur permettait de traiter de la question de la diversité et puis de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et vous avez à cet effet programmé beaucoup de soirées, de rencontres et d'événements. Et aujourd'hui, vous êtes une membre active de la Crête féminine à Berne, pour laquelle vous organisez des événements 14 soirs. C'est ça? Ainsi que d'autres actions, je pense, dans le cours de l'année. Quelque chose à rajouter à ça? Ça va? Très bien. Parfait. Alors, j'appelle maintenant Caroline Parmentier, qui est pianiste. Vous avez probablement une tête. Alors, vous êtes né en Normandie, vous avez étudié à Genève, vous êtes pianiste et vous séduisez votre public par la diversité musicale et vos engagements pacifiques. Les musiques classiques latino-américaines et espagnoles ont lancé votre carrière, mais la musique orientale est décisive dans votre parcours. Lorsque vous avez développé les ponts entre l'Orient et l'Occident par la transcription musicale d'instruments traditionnels, orientaux, et du chant arabe directement du piano. Votre but est de pouvoir interpréter des musiques issues de toutes les régions du monde afin de valoriser à la fois les minorités, mais aussi de permettre une grande compréhension des cultures propres, à critiquer les peuples. C'est exact. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? J'ai un disque sur les femmes qui sort bientôt, des compositrices francophones avec la signaler. Bon, alors il y aura des choses à dire aussi. Et puis notre dernière invitée de ce soir est Maya Fenn, qui est auteure. Vous êtes ergothérapeute de profession, de métier. Vous avez écrit un premier roman, une autofiction poignante, explorant l'émancipation à travers les traumatismes de l'enfance, la religion et la culture guadeloupéenne. Vous êtes diplômé en écriture créative. Vous avez avec brio utilisé vos plumes
relater la complexité des rapports au corps et à la sexualité. Vous êtes passionné par les danses latines et par toutes sortes d'expressions corporelles. Vous êtes également très actif depuis plusieurs mois sur Instagram, une plateforme qui vous permet d'être en lien avec votre public. Exact, on a quelque chose à rajouter à ça. C'est exact. Et puis je viens de terminer un recueil de poésie sur la résilience. Merci. Voilà, donc 4 femmes passionnées et passionnantes que j'espère nous allons pouvoir découvrir un peu plus dans des domaines très différents, le chant, le piano, l'écriture, le militantisme. Ma première question va s'adresser à chacune d'entre elles et j'aimerais savoir, au-delà de la représentation qui était très bien décrite dans la pièce de ces sorcières qui sont belles, féministes, sensuelles et surtout célibataires et libres. Qu'est-ce que pour vous être sorcière aujourd'hui? Qui a envie de se lancer? C'est une question difficile, je commence par une question difficile. Mais est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui d'être sorcière ou est-ce que vous pensez qu'au contraire il faut rejeter complètement ce terme et puis trouver autre chose? Comment vous situez-vous chacune dans ce domaine-là? Oui, je vous écoute. Oui, pour moi, ça prend encore du sens aujourd'hui de femme de sorcière. Enfin, pour moi, il peut dire la même chose qu'à l'époque. C'est-à-dire que c'est des femmes qui se sentent libres d'être, libres d'exister, d'être sensibles, de créer, de s'exprimer en fait. Et donc ça fait toujours du sens. Les femmes sorcières, pour moi, ils veulent dire la même chose à l'époque qu'aujourd'hui. C'est la liberté féminine. Oui, et je crois qu'il ne faut jamais qu'on oublie, on est dans des pays qui sont très libres, mais il y a d'autres pays au monde où ce n'est pas le cas. Et on a vu dans l'actualité très récemment que ce n'était vraiment pas le cas, puisqu'il y a dans certains pays une chasse aux sorcières, des chasses aux sorcières qui recommencent avec le terme et avec tout ce qu'on a entendu dans la pièce. C'est-à-dire qu'elles dérangent parce qu'elles pensent, elles sont libres, elles ont une envie de vivre, parce que c'est ça aussi qu'on peut reprocher à ces femmes-là. Et puis, lentement, doucement, c'est un moyen, les traités de sorcières devient un moyen de les éliminer complètement et d'arrêter une certaine forme d'expression de la liberté. Voilà, d'autres veulent prendre la parole par rapport à ça? Oui, je vous écoute. C'est vrai que le terme sorcière, ça permet aussi de ne pas participer aux attentes familiales ou les attentes sociales qu'il peut y avoir autour d'une femme, liées justement au mariage, au fait d'avoir un enfant, d'avoir une carrière, ce genre de choses. Et les femmes artistes, elles s'expriment comme elles peuvent à travers leur art, mais on a vu aussi que depuis l'époque de Rolette, par exemple, ou même avant, les femmes qui voulaient faire de la musique, c'était très compliqué. Soit elles faisaient, quand elles exprimaient le souhait d'être compositrices ou d'être claveciniste, c'est égal, elles étaient par exemple reniées par leur famille, déshéritées, il y avait beaucoup de stigmatisation autour de ça. Ou quand elles étaient déjà mariées, soit les œuvres devaient être publiées sous le nom du mari, ou alors, enfin, c'était déjà très marqué à l'époque, donc d'avoir les femmes de maintenant qui ont la liberté de composer ce qu'elles veulent, d'avoir leur nom écrit, et pas juste mettre Madame Éric Juvet, peu importe, ou alors anonyme. Aussi, beaucoup d'œuvres anonymes sont en fait composées par des femmes qui n'ont pas eu la possibilité de publier. Oui, absolument, merci de rappeler, c'est tout à fait exact. Quelque chose à rajouter, Moi, personnellement, j'ai jamais eu une conception de sorcière dans ce monde d'aujourd'hui. Par contre, je vois qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes célèbres, souvent qui sont traitées de sorcières. Par exemple, récemment, Francesca Albanese a été appelée sorcière. Et souvent, c'est un insulte. Après, c'est réapproprié par ces femmes parce qu'en fait, on est fiers d'être une sorcière dans des contextes différents. Oui, je citerai dans le sens où vous allez, je citerai la ministre qui s'appelle Mme Sherpa en France et il y a eu une grande histoire parce
on avait publié des pancartes à Paris où il était écrit Sherpa ou bûcher. C'était très violent. Ça, il y a 3-4 ans, hein, c'est pas quelque chose qui date de très longtemps. Donc en effet, c'est vrai, le rappeler, ça peut paraître une insulte. Quand on veut se servir d'une insulte, on peut traiter une femme de sorcière. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette question? Disons que j'ai à peu près la même position par rapport à ça que les autres femmes qui ont déjà parlé. Et je pense que à partir du moment où on vivra dans des sociétés où les femmes qui n'ont pas les mêmes libertés et ne sont pas considérées comme totalement les égales des hommes, le terme de sorcière sera toujours pertinent dans le sens où, comme tu l'as dit, une sorcière, ça décrit une femme qui veut être libre et qui ne rentre pas dans les carcans dans lesquels on est là. Donc tant qu'il y aura des femmes dans ces situations-là, je pense que le terme de sorcière sera toujours d'actualité, que ce soit en tant qu'insulte ou en tant que moyen de se décrire et de se réapproprier le terme pour justement appuyer cette idée de force et de volonté d'avoir sa propre place, de prendre sa propre place dans le monde. Alors, maintenant, intéressons-nous aussi à la culture. Pensez-vous que la culture a un rôle essentiel dans le rétablissement d'une mémoire juste pour tous ces éléments tragiques? Nous avons vu Oui, complètement. En fait, à travers l'art, l'art, ça permet déjà, comme vous avez dit, de rétablir la mémoire, de transmettre, de pointer aussi les choses qui vont pas, et puis de proposer des solutions ou mettre un message d'espoir. C'est par la mémoire, en fait, qu'on peut changer les choses. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas la changer. Donc, oui, évidemment. Oui. Pour rejoindre votre idée, c'est vrai que l'art, ses mémoires et ses résistances aussi. Il y a beaucoup de censure autour des artistes qui veulent pointer du doigt des sujets importants, mais on dit chut, il ne faut pas, il faut enterrer ça. Donc l'art est une manière de sensibiliser tous les publics, aussi la jeunesse qui n'est pas forcément informée de ce qui se passe, mais en douceur leur parler de choses importantes, historiques, etc., pour qu'ils puissent après avoir tous les éléments en possession pour créer des réflexions. Et puis je pense aussi que la culture, l'art, ça touche les gens d'une manière particulière qui est très différente de l'information de manière générale. Et du coup, je pense que ça permet aussi aux gens d'aborder les informations, de recevoir les informations d'une manière soit plus dure et plus violente, soit au contraire plus en douceur, et de les faire réfléchir différemment, par exemple en s'identifiant à un personnage dans un livre ou une pièce, ou en écoutant une musique qui va leur faire ressentir des choses particulières. Et je pense que ça peut totalement participer justement à transmettre la mémoire et surtout à ce que les gens aient une réaction par rapport à ces souvenirs et peut-être envie d'agir ou qui voient le monde d'une manière différente, par exemple. Oui, parce que le message, en fait, il est véhiculé par l'émotionnel. Donc je trouve que l'impact, il est différent. Tout à fait. Léna, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les sorcières sont devenues symboles de féminisme et d'anticipation de notre société? En ce moment, je vois surtout des chats qui sont liés en tant que symbole au rêve féministe, au collectif tout à fait féministe. Après, je pense que les chats et les sorcières, souvent, ça va ensemble. Les chats, les chats, oui, les chats de sorcières. C'est un peu parce que la sorcière n'est pas très présente dans ce moment en tant que sorcière, je dirais. Après, c'est un peu la même symbolique, je dirais. C'est un symbole d'indépendance, c'est un être toutes les personnes qui ont des chats savent que, en fait, les chats font un peu ce qu'ils veulent. C'est un peu aussi la symbolique de la sorcière et justement ce refus d'obéir aux certaines règles qui de toute façon n'ont pas été établies pour nous mais contre nous. C'est dans ce contexte où je pense. C'est vrai. C'est symbolique aussi. Dans vos domaines chacune respectifs, est-ce que vous avez l'occasion de
je sais pas, d'appuyer peut-être ces notions de féminisme et ou est-ce que vous souffrez d'avoir une discrimination particulière? Est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus, les unes les autres? On est des femmes et des premiers, par définition. Bah, dans l'écriture, en tout cas, oui, c'est enfin, moi je trouve que dans l'écriture, c'est facile de pied là-dessus. Justement, dans mon roman Sort de ce corps, j'essaye d'écrire cette lutte, en fait, cette lutte qu'on retrouve chez les femmes, une lutte qui est à la fois intime et universelle. Donc, c'est l'histoire d'une jeune Guylaine, Elisa, et en fait, elle essaye de s'émanciper des injonctions, en fait, du poids des injonctions, qu'elles soient familiales, religieuses ou sociétales et même amoureuses. J'essaie. Mais oui, en tout cas, dans l'écriture, j'essaie de le faire et je trouve que ça. Mais lorsque vous avez publié, vous avez rencontré des résistances parce que vous étiez femme et féministe, ou on vous a publié facilement. Comment est-ce que... Alors, Quel était déjà, le monde de l'édition, c'est un milieu élitiste. Ouais. Donc, déjà, de là, c'est déjà difficile d'y rentrer quand on ne connaît pas quelqu'un, voilà, qui n'est pas questionné. Après, il y a la notion d'être femme, mais dans mon cas, en fait, il y a une double injonction parce que je suis une femme noire. Et là, j'ai des barrières qui se rajoutent encore. Donc, non, c'est jamais un pas facile. Mais ça, on le fait quand même, c'est bien. On est là, on résiste. On résiste. Dans votre domaine particulier de la musique, Oui, dans mon domaine, j'ai ma série qui s'appelle Femmes de légende et qui retrace des compositrices qui n'ont jamais du tout été enregistrées de leur vivant. Donc c'est ça qui me parle quand je parle de cocharmiste. J'ai été dans 4 pays pour faire chercher des archives universitaires. Donc je suis allée à Bruxelles, je suis allée à Paris, je suis allée à Madrid, je suis allée au Québec. Et toutes les partitions que j'ai trouvées, ça n'a jamais été consulté. Ça fait 70, 80 ans que ça dort dans les étagères poussiéreuses, en fait, voilà, toutes ces compositrices qui avaient quelque chose à dire et qui, au final, étaient militantes par défaut, dans le sens où c'était des femmes artistes qui ne pouvaient pas aller sur scène librement, qui ne pouvaient pas faire tout ça. Donc, oui, c'est le message principal. Et dans la ville à Lyon où je suis, il y a donc Simone Press qui a créé les Sorotinistes de Lyon et qui était une prof de piano référente à Lyon. Moi, je suis prof de piano à Lyon et je suis partie des Sorops parce qu'il y a vraiment cette idée d'avoir mis l'art avec une femme qui se présente comme ça et qui montre regardez ce que je peux faire avec mon piano. Et d'autres femmes peuvent amener leur art ou leurs paroles dans leur. et dans votre profession, est-ce que vous avez dû subir à un moment ou à un autre une forme de projet parce que vous étiez pas, parce que vous étiez féministe, parce que des barrières, des difficultés? J'ai eu la chance de ne pas vivre ça directement parce que je suis très indépendante. J'ai ma propre école de piano, je fais les choses dans les coins, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir ça. Et c'est vrai que de ce que vous dites, Maya, je suis désolée de ce que vous avez vécu, ça a été un parcours très difficile, mais voilà, vous avez chaque chance en tout cas, si on peut le dire, de ne pas avoir ça. Oui, vous êtes protégé en ayant fait votre Seul, oui, c'est possible, justement, c'est tout à fait possible. Alors, pour moi, dans ma profession jusqu'à présent, je dois dire que, comme toi, j'ai eu la chance de ne pas être confrontée personnellement au sexisme, notamment parce que je pense que dans l'opéra en particulier, on a besoin de femmes pour chanter des rôles de femmes, et dans les chœurs, on a besoin de femmes pour chanter des parties écrites pour des femmes. Donc, en termes d'emploi, la question ne se pose pas entre choisir entre une femme et un homme et qu'on va prendre l'homme parce que c'est un homme. C'est pas quelque chose qui existe. Par contre, en termes de salaire, là, c'est comme partout. Et puis, il y a de plus en plus, après MeToo, de plus en plus de femmes dans de l'opéra et de la musique classique qui, je parle de l'opéra parce que c'est ce que je connais mieux,
mais qui ont dénoncé justement des metteurs en scène de chez Podcast ou simplement d'autres chanteurs qui partageaient la scène avec elles et qui leur ont fait subir des agressions, du harcèlement ou plein de choses. Ces femmes-là, parfois elles sont crues, parfois elles sont pas crues, parfois ça fait un peu les grands titres, donc c'est la musique classique, donc ça reste toujours un petit peu moins médiatisé, parce que en soi la musique classique c'est un domaine les grands médias parlent couramment, mais ça existe et c'est tout aussi prévalent que dans le cinéma par exemple. Heureusement, moi j'ai pas eu à subir ce genre de choses, j'espère que je ne vais jamais à subir ça, mais c'est clairement quelque chose qui existe et dont on parle de plus en plus, mais comme la musique classique, c'est aussi un domaine qui est relativement fermé et aussi traditionnel, ça prend peut-être un peu plus de temps que dans d'autres domaines. Oui. Et certainement. Et puis il y a aussi comme au cinéma un peu ce culte de la personnalité qui fait que quand un artiste, un metteur en scène, un chef d'orchestre est un très bon artiste, on a du mal à se dire mais en fait peut-être c'est un excellent musicien mais qu'en termes de personnalité ou d'acte c'est pas aussi reluisant. Et du coup il y a des gens qui disent oh mais cette personne est tellement incroyable, c'est pas possible qu'il ait pu agir de telle manière envers ses collègues. Donc il y a aussi ce problème supplémentaire. Voilà. Est-ce que, j'ai envie de demander à ça, s'il y a des questions autour de ce sujet-là, je voudrais qu'on aborde un petit peu le monde, mais plus largement, est-ce que par rapport à ces questions-là, quelqu'un veut intervenir et dire quelque chose? Personne. Silence ici. Oui, monsieur. En pensant en termes de sorcière, je pense qu'il y a un lien avec l'altérité, c'est clair aussi dans l'œuvre à laquelle on vient d'assister. Et je me demande dans quelle mesure cette altérité elle est perçue comme une menace et dans quelle mesure c'est la bonne excuse pour pour bafouer les droits des personnes qu'on va identifier comme différentes. Par exemple, pour le cas de Rolette, je me demande quelle est la part dans la motivation de ces bourreaux de peur de son altérité et quelle est la part de cupidité ou de prendre confisquer ses biens et puis il y a une personne qui a violé Rolette, à quel point c'est envie de faire ça et puis la possibilité de rester impuni grâce à l'altérité de Rolette. Oui. Quelqu'un veut répondre? Pour moi, je ne pourrais pas dire exactement quel est le pourcentage de l'envie. Je ne pas là, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours déjà le besoin souvent d'avoir un bouc émissaire de manière générale. Et comme les sorcières c'était un sujet d'actualité à l'époque, c'était facile, surtout qu'ils en avaient eu entre guillemets à portée de main. Après, effectivement, l'altérité, c'est toujours quelque chose qui est ambigu parce que ça attire et ça repousse, et ça fascine et ça fait peur en même temps. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être un côté, voir quelqu'un qui est tellement, dans le cas des sorcières par exemple, de ces femmes qui sont vraiment libres et indépendantes, voir une femme comme ça. Ça fait peur, surtout aux hommes et aux personnes au pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans leur vision du monde et qui ne se conforme pas à leurs règles. Ça fait aussi peur, peut-être, parce que ça peut inspirer d'autres personnes, et que si de plus en plus de femmes se rentrent dans cette idée d'indépendance et de volonté de suivre leur propre chemin, ça va, comme on voit aujourd'hui, en fait, avec tous les événements, tous les féministes et autres, de plus en plus de femmes qui veulent prendre leur place, et en réaction, on a d'autres personnes, des hommes, mais pas seulement,
qui justement vont se durcir encore plus sur leur propre position. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les incels. Voilà, ce genre d'hommes qui, du coup, se sentent très menacés et qui vont rejeter toute la faute de tout ce qui leur arrive de mal dans leur vie sur les parents, en gros. Donc il y a toujours ce côté, on a peur et on est fasciné, donc ça attire, mais en même temps ça dérange. Et donc je pense que c'est vraiment, il n'y a pas, je ne sais même pas si on pourrait décrire en termes de pourcentage, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment totalement collaboratif. Oui, je dirais qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Ça c'est clair et on revient dans ce qu'on a vu. On ne comprenait pas la manière dont elle vivait, on n'acceptait pas, ça n'était pas conforme aux normes, mais en même temps, cette compréhension sert à un moment donné à des esprits bienveillants. Et on se sert de ça justement pour imposer un ordre établi, puisque c'est quand même, c'est dit dans la pièce, à un moment donné, les choses peuvent bouger, les gens, l'image peut se mettre, c'est pas la grève, on peut commencer à spotter un peu, hein, et un peu trop, et prendre les armes, et des choses comme ça, et du coup, ça, ce qu'on ne comprend pas sert d'excuse à remettre les choses en ordre. Hein. Ça a été la même chose avec le procès de Salem. Le procès dont on a énormément parlé, avec ces jeunes filles qui étaient un peu, qui tout d'un coup étaient folles. Bon, maintenant on sait ce qui s'est passé. Hein. Ils avaient simplement mangé des champignons qui étaient de bonnes de sel, et ça les a rendus euphoriques. Mais les autorités de l'époque ont utilisé ça pour imposer leur loi qui est très drastique et qui finalement n'arrivait plus à toucher les gens commençaient à se révolter. Et il fallait donc couper ça, et c'est ça. D'autres interventions, d'autres oui? J'aimerais juste dire aussi, je me pose la question, Viviane, parce que moi je ne suis pas à la base de ce projet, c'est Viviane, même si effectivement Paulette elle est rentrée dans l'église, elle a vraiment dit que je me suis fait violer, et bien c'était oui. Alors en fait c'est aussi ça, parce qu'en fait quelque part elle était sur le chemin de l'église, elle est arrivée dans l'église, elle a dit je me suis fait violer, en de force, point texte, et en fait je pense que personne n'osait faire ça. Même encore aujourd'hui, les gens n'osent pas. De toute façon, les femmes n'osent pas. C'est bien ça qui est aussi le mot MeToo qui est revendiqué, hein, de dire MeToo sur Internet. Voilà, mais en vrai, on n'ose pas, on ne peut plus forcément se montrer. Hein. Je ne jette pas la pierre du tout, mais c'est vrai que je me dis, tiens, il y avait toute cette. Comment dire, ce truc-là où elle était veuve, non remariée, etc. Elle était libre, effectivement, elle allait dans la forêt et tout ça. Mais elle est quand même rentrée dans une église en disant que je suis femme de force, et ça, je pense, à l'époque, c'était sûr que ça passait pas. Après, je me pose parfois la question de me dire, tiens, si elle n'avait pas fait ça, peut-être qu'elle aurait échappé, on ne sait pas. Elle serait peut-être passée entre les mailles du filet, mais c'était aussi parce qu'elle a eu ce truc-là à ce moment-là, et là, c'est la tragédie totale, enfin, ce qu'on appelle la tragédie. Après, c'est la tragédie grecque, quoi, les enchaînements d'événements qui font qu'en fait, elle s'est fait violer, du coup elle allait à l'église, donc elle est rentrée dans l'église en disant je me suis fait violer, et elle a été mise en prison tout de suite. Et ça, c'est absolument hallucinant. Il y a des choses qui doivent rester cachées. Oui, oui, justement, c'est ce que tu viens de dire. Les choses qui doivent rester cachées aussi dans cette église protestante à Genève de cette époque, et encore un petit peu maintenant. Bon, là, on est dans l'espace de l'église protestante, paroisse rive droite, et on va être accueillis dans la paroisse rive gauche le 13 novembre. Donc, pour moi, c'est vraiment un acte de réparation de parler de viol dans l'église. Parce que c'est un lieu qui est censé accueillir un peu les souffrances de toutes les personnes. Et c'est ce qui faisait aussi que Jésus à l'époque était très mal vu, c'est qu'il était toujours avec des femmes, il était avec des femmes puissantes, il était avec des femmes pour certaines, maintenant on dit que c'était des prostituées, enfin voilà, des femmes qui sont à l'aise avec le fait qu'elles ont un sexe, qu'elles ont du plaisir, qu'elles sont libres. Et en fait, de parler de sexe, c'est surtout ça.
c'est même pas la violence sexuelle, c'est le fait, je pense, hein, ça c'est mon interprétation. Il faudra demander à Vanessa et Eva dans l'entraînement, parce qu'on joue au musée de la Réforme. Ça aussi pour la mémoire, ça me tenait à cœur de faire ça au musée à côté de la cathédrale, là où c'était interdit qu'à danser. Enfin, il a interdit aux gens de danser, il a interdit les orgues, il a interdit les pianos, il y a eu vraiment des immenses restrictions, mais en premier sur les corps. Et pour moi, le temple, le lieu de la force, c'est le corps en entier, avec le clitoris, avec le trompe de Fallope, avec tout ce que ces hommes qui ont très peur, comme tu disais, ne connaissent pas. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est très puissant ce moment-là, parce qu'elle est vulnérable, mais elle ne dit pas que il y a un sexe. Enfin, je pense que c'est si lié à ça. Mais bon, j'adore dire ça. Non seulement elle dit ça, mais en plus elle dénigre les hommes en passant, enfin, parce qu'on l'a violée. Enfin, elle dit l'indicible, de toute façon. Ils disent que personne ne parle. Donc c'est insupportable. Et en plus, dans une église, on peut tuer des. Le dimanche. Il y a aussi la phrase à votre âge que tu as dit, Viviane, ça c'est hyper percutant. Cette phrase, ça révèle aussi beaucoup sur des femmes plus âgées, en tout cas, qui, parce qu'elles sont plus âgées et considérées non désirables d'une certaine manière, que on dit bah non, pas toi, personne ne veut toi, c'est pas possible, t'es toute flétrie, alors qu'en fait c'est tous les âges, c'est tout le monde, c'est voilà. Et même statistiquement, c'est après la ménopause que les femmes ont la meilleure vie sexuelle. Mais oui. Il n'y a plus cette peur enceinte, des choses aussi liées, ce que tu adores. Il y a une nouvelle renaissance sexuelle, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Moi aussi, l'âge, ça m'a choqué. J'avais le crunch. Ça m'a touché aussi. Et comme tu disais, ça met vraiment en avant le fait qu'on est toujours en train d'objectifier, de pointer, de vouloir contrôler en fait le corps des femmes, la beauté, l'hypersexualisation du corps des femmes. Et je perds C'est bien de finir comme ça. Parfait. Oui, c'est bon, je l'ai. Et en fait, dans le viol, en fait, comme tu disais, c'est tout âge, tout corps. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de trouver le corps désirable, mais plus avec le fait de contrôler. C'est une question de pouvoir, de contrôle. Ouais, de pouvoir, bien sûr. Oui, madame. J'aimerais remercier pour avoir mentionné Francesca Albanese, parce que quand je suis femme de gastronomie, elle a parlé, justement, elle a parlé, elle parle de son corps, mais de son travail. Donc, elle a parlé avec la façon peut-être discutable, mais parfois en cas de règles, on ne mieux pas. De toute façon, encore une fois, elle a parlé, et le contenu de son discours était franchement son travail. Et tout de suite, elle a eu autour d'elle une réaction qui a monté à l'échelle avec une violence juste pas possible. Et elle est arrivée à elle, carrément. Et même comme ça, et même dans cette situation-là, c'est la première fois que j'entends le mot sorcière associé à Francesca Albanese. Alors que moi, j'étais là, regarder cette situation qui s'est développée de cette façon absolument absurde. Et je me disais, tiens, si c'était un an quand même, on n'aurait pas eu ce genre de violence, d'élection. Mais personne, chez personne, moi en Italie, j'étais bien là à la fenêtre à observer, a fait le lien entre prise de position d'une femme, la réaction violente qui a suivi, et le fait que le péché était pareil finalement, de l'avoir fait avec la rigueur scientifique et la passion de quelqu'un qui tient à cœur au contenu de son travail et de sa prise de position. Et personne n'a fait le lien entre la haine, la réaction et le fait que c'était une femme après. On se fait souvent cette insulte ou cet argument. D'ailleurs, aussi Donald Trump dit que c'est une chasse aux sorcières contre lui. C'est un peu
si on utilise ce genre de terme, je pense que ça n'a pas vraiment d'argument parce que si on dit sorcière en tant qu'insulte ou moi je suis victime parce que je suis la sorcière, c'est souvent parce que là il ne faut pas justifier, on peut insulter quelqu'un en tant que sorcière parce que c'est quelque chose de super naturel, c'est quelque chose qui, en fait, il ne faut pas avoir d'effet. On n'a pas dit Francesca Vanessa n'a pas raison à cause de ça, ça et ça. Non, parce qu'elle a raison. Et on peut juste la qualifier de sorcière et c'est un peu, c'est même pas un argument, mais il va de soi que cette personne, c'est pas magique, mais elle a une force qui n'est pas même pas naturelle. Et ça permet d'éviter un peu d'avoir un discours basé sur des arguments objectifs. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en disant à quelqu'un vous êtes sorcière, vous utilisez son inconscient, l'inconscient général de tout le monde. La sorcière, elle est vieille, elle est moche, elle est célibataire, elle est dangereuse, elle va faire. Voilà. Et donc, le terme sorcière permet de dénigrer immédiatement, c'est ce que vous voulez expliquer, immédiatement la personne, en ce sens que c'est une insulte, je pense. Mais il y a quand même une réappropriation des femmes. Et c'est peut-être là l'ambiguïté, c'est que certaines femmes s'approprient ce terme de sorcière pour en faire une lutte. Et puis, en même temps, c'est une forme de dénigrement. Et là, il y a peut-être une ambiguïté auquel il faut faire attention. Je ne sais pas. J'ouvre le débat. Par exemple, je sais plus vous vous occupez beaucoup de ce qui se passe dans des traditions dans le monde, et dans le chant et dans le piano, par exemple. Est-ce que vous avez, dans d'autres cultures, rencontré cette notion de sorcière et comment? Est-ce que vous avez une expérience Par rapport personnel? Oui, de ce que vous avez rencontré dans d'autres cultures. Je vais vous dire quelque chose. J'étais fiancée à un Égyptien musicien aussi, qui faisait aussi la musique du Moyen-Orient. Et ses parents m'ont demandé de choisir entre épouser leur fils et faire ma carrière parce que c'était pas possible. Dans la religion musulmane aussi, c'est beaucoup de choses. Enfin, la femme, c'est encore un peu archaïque aussi par rapport à ça. Donc c'était interdit que je fasse de la musique, que j'ai une carrière, que j'aille faire des concerts partout dans le monde. Il fallait que ce soit le fils qui ait ce privilège-là, pendant que moi je reste à la maison à m'occuper des enfants potentiels. Et voilà, c'était un rejet d'acceptation de choisir entre la musique et. Voilà. Et vous pensez que c'était basé aussi sur une forme de tradition? Ah oui, totalement, oui. Au sein des familles musulmanes, c'est encore un peu comme ça. Oui. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment d'exemple de sorcière, de culture que je connais. Et Carmen, c'est sorcière. Alors, il y a, mais ça c'est pas vraiment une autre culture, il reste quand même vraiment dans la culture occidentale. Mais disons qu'à l'opéra en particulier, en fait, des sorcières, il y en a. Puis, que ce soit des sorcières vraiment sorcières qui ont des pouvoirs de la magie comme on s'imagine, ou que ce soit sorcières parce que ce sont des femmes libres, ou des femmes fortes, ou des femmes qui vont à l'encontre des règles établies. Il y a beaucoup de personnages féminins dans l'opéra qui sont des femmes comme ça. Et c'est justement assez intéressant parce que on revient à cette idée paradoxale de crainte et de fascination, parce que ces femmes-là, dans ces opéras-là, c'est soit le personnage principal, soit un personnage important, soit un personnage qui, quand il apparaît, prend une puissance extrême. Mais pourtant, c'est des personnages qui généralement n'ont pas une fin de vie. Donc il y a vraiment ce côté, on utilise la figure de la sorcière et de la femme forte pour attirer les gens, pour les fasciner, et en même temps on les punit à la fin justement parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles veulent se libérer des carcans qu'on leur impose. Donc ça c'est quelque chose qui est très prégnant dans l'opéra. Et évidemment il y a le personnage de Carmen auquel on peut penser peut-être tout de suite parce que c'est déjà le personnage emblématique de l'opéra, et aussi parce qu'elle a vraiment toutes ses attributions. C'est une femme forte,
une femme qui refuse d'obéir à qui que ce soit et surtout aux hommes, une femme qui est consciente de l'attrait qu'elle exerce sur les hommes, qui en joue, qui s'en sert et qui refuse d'être asservie. Et c'est une femme dont le mot d'ordre est la liberté, et c'est une femme qui finit assassinée par qu'elle a repoussée. Donc c'est vraiment Carmen Zappoli. On pourrait dire que c'est la figure de la sorcière dans l'opéra, même s'il y a d'autres sorcières qui sont plus traditionnelles, par exemple la Reine de la Nuit, qui est une magicienne. Elle aussi, elle je sais même plus si elle meurt, mais en tout cas elle est vaincue. Et pareil, c'est une femme hyper puissante. Et alors ça fait un moment que je ne suis pas revenue au livre de l'opéra, mais je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit en fait, alors, hormis le fait qu'à un moment dans l'opéra elle demande à sa fille de tuer quelqu'un, la manière dont on la présente au début, tout le monde a peur d'elle, et tout le monde se dit qu'elle est horrible, c'est une femme que tout le monde déteste et dont tout le monde a peur. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait juste qu'elle est puissante, que son mari est mort et que c'est elle la reine, et que du coup, Sarastro, qui est un sage ami de Feu, le mari de cette reine, a décidé qu'elle n'était pas capable de gouverner, du coup il lui a enlevé sa fille. C'est ça qu'on sait au sujet de la reine de la nuit, au départ. Et c'est la méchante. Donc c'est un livret écrit par un homme, et en termes de temps de chant, même dans les opéras de Mozart, il y a beaucoup plus de temps de chant pour les hommes. Oui. Et d'Aponti, C'est ça aussi qui est très paradoxal, c'est que les personnages féminins sont souvent fascinants, mais c'est souvent aussi la minorité. Il y a beaucoup plus de personnages masculins que de personnages féminins. il y a moins de rôle pour les femmes, toujours aujourd'hui à l'opéra. C'est pour ça que j'écris La Dame du Lac. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Est-ce que dans les traditions africaines, parce que je crois que c'est l'origine africaine, est-ce qu'il y a des personnages comme ça, de sorcières, de traditions qui ressortent et qui nous ont marqué dans votre jeunesse? Il n'y en a pas particulièrement qui m'ont marqué, mais la sorcellerie, c'est quelque chose de très culturel en Bolivie. Et ça n'a pas mauvaise presse. Ça n'a pas mauvaise presse. Non, c'est pas quelque chose de négatif en fait, la sorcellerie. C'est plus un chemin d'éveil, comme d'autres feraient du yoga. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est une vision qui est différente de nos pays occidentaux, où on a utilisé la sorcellerie et les sorcières comme moyen de répression. Et c'est pas dans toutes les cultures. Et c'est pour ça que le témoignage est intéressant. Dans certaines cultures, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas bien sûr, ce n'est pas... Mais en pourquoi ça consiste concrètement du coup d'être une sorcière? Quelles sont les pratiques? Les pratiques, c'est de faire des espèces de prières méditatives qui permettent par exemple de communiquer avec soi-même ou avec des personnes qui nous ont quittés. Voilà, c'est des rituels, des célébrations, des fêtes. Ouais, mais c'est vrai que ça existe dans beaucoup de pays, j'ai l'impression. Enfin, j'étais au Brésil, il y a aussi beaucoup ça. Exactement, c'est comme au Brésil. Moi, je suis en Suisse allemande depuis quelques temps. Et, non, mais c'est vrai que c'est les femmes qui possèdent ce savoir aussi. C'est aussi des femmes ici, c'est des femmes plus âgées parce qu'elles ont l'expérience. Et c'est vrai que si on considère la femme uniquement comme une usine à bébés, une fois qu'elle n'a plus cette potentialité de créer par faire un enfant, parce qu'il y a d'autres manières de créer, elle a un immense savoir autre, et si on le nie, on perd un héritage culturel immense, aussi en Suisse. Hein. Mais c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a tellement eu de chasse aux sorcières, c'est que c'était des femmes qui détenaient le savoir, qui détenaient le pouvoir de soigner. Et ça, avoir le pouvoir de soigner, c'est un grand pouvoir. Donc il fallait absolument leur reprendre, reprendre ce pouvoir-là. Et je pense que ça a été aussi une des raisons pour la chasse aux sorcières. Ça a conclu ce pouvoir-là. Il me semble que le mot, étymologiquement, le mot sorcier est dérivé du mot sourcier.
Et je pense que c'est intéressant parce que c'est la manière de faire, enfin, le succès, c'est celui qui cherche la source. Et donc, il cherche le sens. Et je pense que. Mais ça, c'est des gens qui sont considérés des fois un peu comme dangereux. Absolument. Et on parlait de l'Église et de Jésus. Jésus a été condamné comme sorcier, comme sensible. Et c'est le paradoxe de l'histoire du pasteur Tronchin, c'est que en fait, il trahit le message qu'il est en train qu'il est censé être porteur complètement. Et c'est le drame de beaucoup de religions. Et là, je représente un peu la plateforme interreligieuse. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de reproches à faire aux religions et religieux. En même temps, il faudrait qu'ils retrouvent la source du message qui est le leur, et là peut-être que ça changerait 2-3 choses et qu'on arriverait à remettre les bonnes questions au milieu de l'Église. Ça me touche parce que le sujet de mon opéra La Dame du Lac, c'est complètement lié à la source, et pour moi la source, il y a quelque chose de très féminin. Mais bon. Et je pense que le problème du pouvoir, pourquoi est-ce que les femmes sont surtout condamnées comme sorcières, c'est leur pouvoir de donner la vie qui se heurte au pouvoir de vouloir dominer le monde des hommes. Et les hommes n'ayant pas ce pouvoir d'être porteurs de la vie, d'une certaine manière, on l'a vu, dans le fait de condamner les sorcières, il y a aussi l'envie, la jalousie par rapport à la liberté, par rapport à la résistance, et pour moi, par rapport à cette formidable possibilité de porter la vie, qui est quelque chose dont les hommes sont privés. Et j'ai l'impression que des fois, c'est ça qui les motive dans leur manière de se comporter par rapport aux femmes, soit en les forçant, soit en les violant, soit en les qualifiant de sorcières, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir comme les femmes. Oui, c'est sûr qu'il y avait une recherche, d'accord, de dominer même ça. Ouais. Dominer le fait de mettre les enfants dans notre. C'est des trucs parce qu'aujourd'hui on dit c'est un crime de guerre. C'est-à-dire que à partir du moment où on viole, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, on perturbe tellement psychologiquement les gens qui sont affaiblis au possible. Donc c'est une vraie arme en fait. Oui. Il n'y a pas seulement le viol, pensez aux femmes en Afghanistan, en Iran, ou bien cette semaine on a reçu un appel de l'action des chrétiens contre la torture, d'une femme mapuche qui a essayé de défendre son peuple et qui s'est fait assassiner et brûler. Donc voilà, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Dans trop de sa famille, on essaie de pouvoir essayer d'accuser sa famille, alors qu'il y a des preuves assez nettes sur les gens qui ont probabilité ça, que c'est le pouvoir. Tu ne peux pas en place. Tu as plus les pas suprême qui a adopté le territoire. Il est question aussi de pouvoir reprendre le territoire. Mais c'est ça, les pays comme le Grand Afghanistan, tout ça qui sont liés au calendrier musulman qui autour des années 1400, 1500 dans laquelle, c'est littéralement au Moyen-Âge aussi, ça fait écho à Rouen d'une certaine autre façon. C'est vrai que la façon dont les femmes sont traitées aussi, voilà. Mais je veux rebondir sur une chose que vous avez dit très important, c'est les traumatismes, parce que ça c'est quand même mon domaine. Il faut savoir que le fait d'être violé se retransmet de génération en génération. J'ai eu dans mes patients une jeune femme qui est venue me voir pour une raison de frigidité, et au cours de la séance, il apparaissait clairement qu'il y avait un problème quelque part. Et le problème remontait à sa grand-mère. Sans qu'elle le sache, hein, c'est-à-dire que ça a été transmis
dans la façon d'élever sa mère, qui a transmis dans la façon de l'élever elle. Donc ça a sauté des générations, et en demandant d'essayer de poser des questions, de rechercher dans sa famille, de discouvrir tout doucement, et en fait c'est la grand-mère. C'était au niveau de la grand-mère. Donc il y a une transmission qui est possible aussi, donc ça ne traumatise pas que la personne, ça descend. Oui, ça rejoint aussi le nouveau polar de Vanessa True. Justement, elle parle de ces questions de transgénération. Et même l'histoire de Rolette, et c'est aussi la base de pourquoi elle a voulu qu'on fasse quelque chose, c'est qu'encore aujourd'hui, la famille Desmiveau et la famille Rebillo ne se parlent pas. Et j'ai collaboré avec Luc-Éric Rebillo pour le spectacle. Il m'a emmené aussi au Champ des Fourches, là où vraiment les gens étaient brûlés. Et on mettait des corps, enfin pas des corps brûlés, on dispersait, il fallait que ça disparaisse. Donc c'est dans le vin genevois. Ça a nourri les villes, quoi. Mais c'était pour prévenir les étrangers qui arrivaient. Il y a aussi quelque chose pour les étrangers parce qu'il y avait le duché de Savoie, etc. C'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de parler de l'escalade à ce moment-là. Parce que c'est quand même cet acte qu'on fait de casser la marmite à Genève de Catherine Royaume, d'ailleurs Royaume c'est pas Catherine. Je ne sais pas ce que ça symbolise, mais ça me questionne en fait. Par rapport à cette haine des frontaliers maintenant aussi. Alors ça c'est une question très intéressante. Je crois que vous avez vu mon fils hier soir qui me m'agaçait. Lorsqu'il était donc moi je suis française et savoyarde, je dois le dire. Et mon mari, qui est décédé maintenant, était allemand. Donc lorsque nous nous sommes mariés, nous avons eu de très longues discussions pour savoir comment à notre enfant nous allions transmettre ce côté allemand avec la guerre, ce qui s'est passé, et puis ce côté français que j'avais. Vraiment, on a eu de très fortes discussions avec mon mari, très chaleureuses, mais on a cherché vraiment comment on allait faire. Notre enfant a 4-5 ans, il va à l'école, et il rentre un jour, il y a peine le moment d'escalade, complètement bouleversé, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passe, et j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une mère savoyarde. On lui avait expliqué que l'escalade, c'était les méchants savoyards qui avaient envahi Genève et qui avaient, voilà, et c'était affreux pour lui parce que sa mère était savoyarde. Il ne nous a jamais posé de questions ni sur les Allemands, ni sur les Français, ni rien du tout. Par contre, le fait d'avoir une mère savoyarde, alors ça, c'est bien. Donc je m'en suis sortie avec un pieux mensonge. Je lui ai expliqué qu'il y avait 2 Savoies et j'ai inversé les choses. Je dit c'est beau Savoyard. C'est pas nous. Ce qui était parfaitement faux, bien évidemment. Ça n'a pas d'importance. Il a grandi. Donc, en effet, ce genre de traumatisme-là, qu'on peut impliquer de haine contre l'autre, mais bon, en même temps, il y a un peu que ça, évidemment. Comme grande bataille. Donc, il faut la garder. Puis c'est. Non, c'était les bonnes quand même. D'autres réflexions, d'autres marques, pour rester là, je ne sais pas. Envie encore de dire des choses? Mesdames qui sont autour de moi? Non? Oui, monsieur. Je pense que on ferait bien de séparer la misogynie de toute religion particulière. Et qu'à penser au procès qui était fait encore au XXe siècle contre les femmes qui avortaient, contre certaines des nombreuses femmes qui avortaient en France, pays éminemment catholique. Donc personnellement, étant grandi de culture catholique, je ne suis pas tout à fait d'accord pour établir un lien entre une religion quelconque et les violences contre les femmes. Je crois qu'elles sont universelles au-delà de toute religion en particulier.
pas leur comprendre. Ouais, c'est pas. Il ne s'agit pas de critiquer ou de. Je pense qu'il est quand même important de tenir compte du contexte culturel, et que ce soit la religion ou autre. Ça permet aussi d'inclure d'autres discriminations qu'une personne pourrait subir. C'est pas que la misogynie. Et d'ailleurs, elle se manifeste de manière différente. Une femme lesbienne, une femme racisée, une femme ou une personne non binaire peuvent toutes être violences du patriarcat, mais ça se manifeste des fois d'une manière différente. Donc je trouve quand même important qu'on respecte et qu'on tient compte de l'environnement et des aspects culturels. Est-ce que vous voulez témoigner de certaines autres formes de discrimination? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'exemples qui parlent, et beaucoup de ressources partout qui parlent de différentes discriminations. Oui. Merci. Et merci parce qu'on casse le chiklab, qui est une autre barrière en Suisse. On vous invite à questionner. Grâce à ta présence. On a fait à peu près le tour on va discuter encore longtemps parce que Merci. Oui, Je remercie du coup Dominique Cunard qui nous a fait la billetterie et la table ronde, et que l'on s'est vu 2 fois. Enfin, c'est la deuxième fois que je te vois. Donc je suis très touchée par 2 fois. Parce qu'elle faisait la billetterie au théâtre Piteuf. Marie. Et ouais, on peut t'applaudir avant d'applaudir les bancs. d'avoir été là et ne manquez pas de parler autour de vous, c'est magnifique spectacle. Il y a encore des représentations. Évidemment, j'ai plein de points, plein de choses. C'est une très belle film. Et du coup, vu que. Alors, attendez, on avait Marie Bocatola, vous pouvez applaudir.